La guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Madame, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce jeudi soir 27 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Les meilleures unes ont retenu notre attention au cours de cette journée. Les meilleures unes des journaux et quotidiens du continent noir. Nous allons les analyser et surtout les décrypter. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn-Gos, bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous l'avez si bien dit, nous sommes là pour analyser les unes, mais alors les meilleures unes de la journée d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans le kiosque. La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Madame, messieurs, tout de suite et maintenant, nous allons commencer par la première une. C'est Iwaku, les voix du Burundi. Burundi risque de résurgence des vieux démons. Selon Iwaku, les analystes estiment que le Burundi regresse avec le spectre de la division ethnique. Exactement, division ethnique, tractation politique, le durcissement du ton par le pouvoir de M. Pierre Nkurunziza. Nkurunziza crée visiblement des difficultés aux Burundais qui ne parviennent plus à s'exprimer aussi librement que cela se devrait. Pierre Nkurunziza prend le pouvoir en 2005 lors de son tout premier mandat. Il était donc porteur d'espoir d'un peuple qui était pratiquement arruni par les méandres du génocide rwandais. N'oubliez pas que le Burundi et le Rwanda ont une histoire. Alors, Pierre Nkurunziza arrive en 2005, il reprend un autre mandat en 2010 qui devrait s'achever effectivement en 2015. Maintenant, paraît-il que des tractations politiques lui donnent envie de revenir pour un troisième mandat, ce qui n'est pas du tout du goût. N'est-ce pas, de la Constitution qui interdisait pratiquement un troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza. Malheureusement, la situation politique, visiblement très morose au Burundi en ce moment, le président veut absolument prendre acte de cette situation pour se représenter pour un troisième mandat alors que la condition ne lui autorise pas. Ça crée donc un certain nombre de tractations politiques, d'où cette opposition qui est de temps en temps dans les rues et qui est massacrée de toutes parts par l'administration burundaise qui semble être aujourd'hui résolue à tracter, à massacrer et pratiquement à détruire tout ce qu'ils veulent, ce qu'eux-mêmes disent, tout ce qu'ils veulent nuire à la paix dans ce pays. Mais il faut remarquer quand même que le durcissement du ton et le climat qui semble être aujourd'hui très délétère au Burundi font en sorte que la situation n'est pas du tout des calmes. En tout cas, quand on parle de spectre aujourd'hui qui commence déjà à faire fuser du côté du Burundi, on parle des deux ethnies, on parle des Tutsis et surtout des Hutus. On a parlé également d'ailleurs de M. Pierre Nkurunziza qui a été débouté par le Parlement burundais justement sur le partage du pouvoir et surtout sur le partage de l'héritage, de l'économie. En tout cas, on parle de social en tout cas du côté du Burundi entre Tutsis et Hutus. Il était d'ailleurs du côté de l'Assemblée nationale, ce n'était pas vraiment quelque chose de bon pour lui. Effectivement, justement parce que sa politique semble être résolue vers une division ethnique. Monsieur Pierre Nkurunziza, en ce moment, semble être pris en otage par son gouvernement qui lui donne la conduite à tenir. Alors on est surpris donc que quelqu'un qui a tenu un langage pourtant démocratique, un langage d'espoir pour tous les Burundais et d'une liberté totale se retrouve comprimé dans des actions de représailles qui ne donnent pratiquement pas de l'avantage dans son pays. N'oubliez pas que des jeunes du mouvement pour la solidarité et le développement viennent d'être condamnés à des peines assez lourdes pour avoir manifesté tout simplement leur colère vis-à-vis de ce pouvoir en place. N'oubliez non plus également que de temps en temps, il y a cette opposition qui crie au scandale parce que M. Nkurunziza veut revenir pour un troisième mandat qui n'arrange pourtant pas la Constitution, même si on dit que la Cour constitutionnelle peut lui autoriser de revenir. Et d'ailleurs, la raison qui est avancée, c'est que le président a été élu en 2005, pas par le peuple burundais, mais par le Parlement. Justement, il a été élu en 2005 par le Parlement burundais et non pas par les Burundais eux-mêmes. Donc justement, la constitution burundaise peut lui autoriser à revenir en 2015 pour un troisième mandat. Mais ce sera sûrement un deuxième mandat officiel cette fois-ci. Mais il faudra que la Cour constitutionnelle se prononce sur cette question. Jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Pas du tout, on attend voir le moment venu. Iwaku, les voix du Burundi lui disaient donc que ce jour, Burundi risque de résurgence des vieux démons. Selon Iwaku, les analystes estiment que le Burundi regresse avec le spectre de la division ethnique. On parle bien sûr de deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Et comme le disait tout à l'heure Raoul Pépin Benabena, nous savons une chose simple, c'est que le Rwanda et le Burundi ont une histoire commune. On n'espère tout simplement pas que les
choses qui sont déroulées en 1994 du côté du Rwanda vont forcément ressurgir du côté du Burundi. Fraternité Matin, nous sommes là du côté de la Côte d'Ivoire, 27 milliards de francs CFA pour sauver la filière coton, 750 francs CFA le kilogramme de cacao. Fraternité Matin nous disait ce jeudi que ce sont de bonnes nouvelles pour le monde paysan. C'est ce qui ressort en tout cas du conseil du gouvernement présidé par le Premier ministre ivoirien. On va quand même constater qu'il y a quand même une nette progression sur les prix du cacao d'ailleurs, parce que c'est des prix qui ont d'ailleurs chuté à un moment donné. On partait pratiquement des 625 francs. Aujourd'hui, c'est à 750 francs. C'est une nette et d'ailleurs une bonne nouvelle pour les cacaoculteurs. Et pour ce qui est cacaoculteurs ivoiriens, il faut le préciser également. Tout à fait. Pour ce qui est maintenant de la cotonculture, telle que c'est brandi en Côte d'Ivoire, c'est une renaissance particulière. Parce que, voyez-vous, c'est une filière qui tend aujourd'hui à être négligée, alors que le coton en lui-même produit également des trucs tels que de l'huile. Et il y a par exemple du coton qui est servi dans du savon. Donc ce coton qui semble être aujourd'hui ce produit pris en charge par le Tchad. Parce que rappelez-vous, le Tchad prend pratiquement la majorité de ses richesses, hormis le pétrole qui est arrivé aujourd'hui. C'était d'abord du coton. Alors la Côte d'Ivoire, il trouve également un intérêt à relancer cette filière qui peut rebooster l'économie de ce pays, qui a d'ailleurs besoin de renaître, parce que la Côte d'Ivoire a besoin vraiment de renaître sur son économie. Alors donc, ces deux filières qui paraissent aujourd'hui être comme des filières à capitaliser en Côte d'Ivoire sont prises tout à fait au sérieux par le gouvernement qui vient de tenir son conseil des ministres et qui a estimé qu'il fallait donner beaucoup d'appui à ces deux filières. Et quand on parle d'appui, on parle de 27 milliards de francs CFA pour sauver la filière du coton et surtout de sauver également la cacaoculture. 750 francs CFA le kilogramme de cacao. On se rappelle de ce que les cacaoculteurs avaient déjà abandonné leur cacaoyère lors de la crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire entre 2010 et surtout 2011. Donc c'est une bonne nouvelle. On a quitté de 625 francs CFA à 750 francs CFA. Mais on se rappelle également que du côté de l'Afrique centrale, on est aujourd'hui à 1200 francs CFA le kilogramme de cacao. Oui, mais il faut voir que les enjeux ne sont pas les mêmes. Exactement. La Côte d'Ivoire a un large spectre de production, surtout du cacao. Et la Côte d'Ivoire est d'ailleurs, n'oubliez pas que c'est le premier producteur africain. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. La Côte d'Ivoire peut même baisser. D'ailleurs classé comme premier producteur du monde. La Côte d'Ivoire peut même baisser son prix. Même à 425 francs, ça n'aura pas la même valeur qu'un pays tel que peut-être le Tchad qui va aller à 1200 francs. Justement, notre voix, un autre quotidien ivoirien pour redonner espoir aux Ivoiriens. 12 partis politiques unissent leurs forces. L'information contenue dans les colonnes de Notre Voix précise que l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire entend barrer la route à Alassane Dramane Ouattara à la prochaine présidentielle de 2015. Il faut rappeler qu'il n'y a que 5 partis qui ont manqué à l'appel de M. Pascal Affi-N'Guessan, qui est le chef des files de l'opposition, par ailleurs président du Front populaire ivoirien, qui a pris l'initiative de réunir des autres partis d'opposition pour faire un front commun, histoire d'affronter valablement et efficacement M. Alassane Dramane Ouattara en 2015. Il faut dire que M. Alassane Dramane Ouattara, lui aussi, a déjà quelque part l'accord du rassemblement des Oufouettistes. Donc, c'est un jeu politique, c'est un jeu de rassemblement, ce sont des alliances qui se tissent en ce moment en Côte d'Ivoire à pratiquement 1 an du scrutin présidentiel. Et vous voyez donc cet appel qui arrive aujourd'hui par Pascal Affi-N'Guessan arrive dans un contexte particulier où la Côte d'Ivoire est en train de traverser un moment tumultueux de sa vie politique. Rappelez-vous, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, sera face au juge de la Cour pénale internationale, lui Justement, qui était pratiquement comme le dernier rempart pour rassembler et l'opposition et le pouvoir autour d'une même table parlant de réconciliation, semble être problématique aujourd'hui. Et il y a aussi le fait que l'opposition ivoirienne n'entend pas aller de bras morts aux prochaines élections. Cette opposition qui veut d'ailleurs boycotter le recensement qui est en branle depuis la semaine dernière, semble aujourd'hui être en position de force parce que, voyez-vous, il y a ce dilemme de réconciliation qui tient à cœur le pouvoir ivoirien, qui tient également à cœur l'opposition, sauf que l'opposition veut cette réconciliation d'une autre manière. On ne va pas également oublier l'interruption de dialogue entre les partis politiques d'opposition et surtout le gouvernement ivoirien avec aujourd'hui le transfèrement de Charles Blé Goudé du côté de la Cour pénale internationale où il était devant les juges ce jeudi. Il a été accusé aujourd'hui de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales de 2010 et surtout 2011. On parle toujours aujourd'hui
de cette opposition qui est aujourd'hui menée par Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Koudou-Barbeau, aujourd'hui incarcéré dans une cellule de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer un tant soit peu que c'est une bataille gagnée d'avance? Une bataille gagnée d'avance, on ne peut pas l'imaginer ainsi parce que, vous savez, j'ai toujours dit, la politique n'a pas de lendemain défini. La politique est un jeu quotidien. Ça veut dire qu'à l'instant T, tout peut changer. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même comme une espèce de vengeance vis-à-vis du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Voyez-vous, M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été au pouvoir en Côte d'Ivoire, il avait quand même un certain soutien des jeunes à travers Charles Blé Goudé, qui était comme le président des jeunes patriotes. Et je crois qu'il paye même d'ailleurs le prix aujourd'hui pour avoir soutenu jusqu'au bout M. Gbagbo, jusqu'à la dernière énergie. Mais bataille gagnée, non. On va tout te dire que c'est d'autres épisodes qui se dessinent en Côte d'Ivoire. C'est quand même la première fois qu'on voit quand même du côté de la Côte d'Ivoire cette partie politique se réunir autour d'eux-mêmes pour dire, bon, aujourd'hui nous allons conjuguer nos efforts pour pouvoir aller à la présidentielle 2015 et espérer gagner. Mais vous allez également vous rendre compte qu'il y a 5 autres qui n'ont pas répondu à l'appel. Donc il y a encore du temps. Il y a 5 qui n'ont pas répondu à l'appel. Même s'il y a 12 qui font front commun aujourd'hui, il faut encore voir le poids de ces 12 par rapport aux partis qui sont en face. Quand on sait que Henri Konan Bédié, lui seul, a déjà un soutien formel pour M. Alassane. Même s'il a perdu, il faut dire également une certaine popularité de la part des Ivoiriens. Ce que vous devez donc comprendre, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la population est autant large, mais Félix Houphouët-Boigny, le feu Félix Houphouët-Boigny, a encore son mot à dire, même s'il demeure dans les braises d'une tombe. En tout cas, comme lui-même vous le dites bien sûr de M. Félix Houphouët-Boigny, il a dit un jour, laissez marcher les opposants, cela donnera de l'argent aux cordonniers. Et l'information était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien ivoirien Notre Voix qui nous disait pour redonner espoir aux Ivoiriens, 12 partis politiques unissent leurs forces. L'information était contenue dans les colonnes du quotidien pro-Gbagbo Notre Voix. Non loin de là, nous allons faire un petit tour du côté du Faso avec l'économiste du Faso, situation nationale, le référendum à petits pas, nous disait l'économiste du Faso ce jeudi. Selon le journal, l'agenda politique sera bientôt dévoilé. Les états-majors s'activent, meeting et contre-meeting s'affrontent aujourd'hui du côté du pays des hommes intègres. Alors, l'économiste du Faso décrit tout simplement la situation socio-politique au Burkina Faso où meeting et contre-meeting se rivalisent. Se multiplient. Voilà, se multiplient et se rivalisent. Vous allez constater que... Et il y a encore ceux qui ont un soutien du président Blaise Compaoré. Il a encore du soutien, malgré son silence, qui surprend encore. Mais il a du soutien, il a des gens qui parlent à son nom, il a des gens qui tiennent des meetings pour lui donner son soutien. Et en face, on a également une opposition qui ne se laisse pas faire, qui tient des contre-meetings par rapport aux meetings qui sont tenus par ceux qui sont au pouvoir. Donc ça crée comme une situation très ambiante au Burkina Faso et cela fait vivre la politique parce que voyez-vous, ça fait quand même partie du jeu démocratique. Et cela fait également vivre les populations burkinabées qui aujourd'hui attendent quand même des meetings pour la présidentielle prochaine. Même si jusqu'à preuve du contraire, le président du Faso n'a pas encore été officiellement président, enfin, tout à fait, candidat à l'élection présidentielle. Non, le calendrier même n'y est même pas encore de façon visible, même si on prédit qu'on peut l'attendre dans les prochains jours, mais rien, il n'y a aucune visibilité sur les prochaines élections présidentielles au Burkina Faso, sauf qu'on sait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même de l'agitation autour de ces élections parce que le président Blaise Compaoré veut revenir. Et si le président Blaise Compaoré ne voulait pas revenir, ça ne ferait aucun bruit. On allait tout simplement attendre que son mandat finisse et qu'il organise des élections et que tout reparte à zéro. Mais parce qu'il veut revenir, et pour qu'il revienne, il faut absolument qu'il touche cet article 37 ou bien qu'il passe par un référendum. C'est ça qui crée donc problème au Burkina Faso. Donc ça nourrit l'activité politique et ça donne envie de voir comment les Burkinabés s'activent dans le jeu démocratique. En tout cas, jusqu'à preuve le contraire, le président du Faso, qui reste égal à lui-même, n'a pas encore dit son dernier mot. Il est toujours dans son mutisme habituel. Dans un silence qui donne à réflexion. Et justement, on a vu également une il y a quelques jours, une d'un quotidien burkinabé. On parlait de ce silence qui perturbe les sommeils. Qui perturbe les sommeils. Et justement, c'est une chose, on ne parle pas encore de référendum, on ne parle pas encore de présidentiel, on ne parle pas encore de calendrier du côté du Burkina Faso, comme le rapporte l'économiste du Faso. Nous quittons le Burkina Faso pour aller faire un tour du côté de la Guinée-Conakry avec Kaloum Presse, où nous allons faire un grand coucou à notre rédacteur en chef, Eli Ounia Kamara, qui nous parlait du 30e anniversaire, surtout du 30e
la 30e commémoration de la mort du premier président de la Guinée, Sékou Touré. Kaloum Presse parlait de commémoration controversée. Selon nos confrères, eh bien, la population guinéenne se sent consternée d'avoir perdu le bâtisseur de la nation. Mais nous croyons que Kaloum Presse a dû se tromper un peu sur la mort. Je crois que Sékou Touré, ça ne fait pas 30 ans que Sékou Touré est décédé. Je crois qu'il est décédé, je crois, en 2010 ou 2011, là. On parle bien sûr de la commémoration de sa vie, il faut également voir. Voilà, si c'est dans ce sens-là, nous allons donc aller dans le même sens que nos confrères de Kaloum Presse pour remarquer avec eux, bien évidemment, que effectivement, il y a comme une espèce de comparaison entre les deux hommes. Sékou Touré et Alpha Condé, qui, il faut le rappeler, le deuxième président de façon active de la Guinée-Conakry, même si on sait qu'un certain Moussa Dadis Camara est passé par là pour quelques mois seulement. On rappelle quand même que Sékou Touré, qui fut d'ailleurs l'un des pères de l'indépendance en Afrique et des indépendances de la Guinée-Conakry, l'un des bâtisseurs du plan panafricaniste, parce que n'oubliez pas qu'il a été un soutien sans faille à feu Kwame Nkrumah, qui fut le père du panafricanisme. Donc, c'est à ceux deux-là que les Africains doivent aujourd'hui cette expression de panafricanisme, bien que cela a été soutenu par bien d'autres Africains qui n'ont pas pu, sur le plan africain, faire comme ces deux. Mais rappelons, les Guinéens se rappellent quand même que Sékou Touré, de son existence, aurait fait mieux que M. Alpha Condé, qui est là aujourd'hui et qui, visiblement, avec l'armée, ne donne pas assez de liberté aux Guinéens. En tout cas, on espère tout simplement que les choses vont devoir changer dans les tout prochains jours du côté de la Guinée-Conakry, parce que nous savons également que le président Alpha Condé est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir développer et surtout faire sortir ce pays de l'ornière. Oui, il faut remarquer quand même que malgré le mutisme que la Guinée a connu depuis un bon bout de temps, le président Alpha Condé essaye autant peu qu'il peut. D'ailleurs, rappelez-vous que lorsqu'il venait déjà au pouvoir, et en 2010, il a été comme le Jésus-Christ des Guinéens qui voyaient en lui quelqu'un qui avait un discours précis, un discours bien et qui touchait les cœurs. Malheureusement, pendant le règne, beaucoup de choses se passent souvent et les ambitions finissent par se détériorer parce qu'il y a les exigences parfois qui viennent de l'Occident. Il faut obéir à certains ordres, même si vous ne les voulez pas. En tout cas, il y a quelques jours également, les Guinéens de Conakry faisaient comprendre au chef de l'État guinéen Alpha Condé qu'il voyageait beaucoup. Et il leur a répondu, il est justement là pour le boulot pour lequel on le paye. Et surtout, il a été élu. L'information qui nous disait et qui nous parlait de la 30e commémoration de la mort du premier président de la Guinée, Sékou Touré. Kaloum Presse parlait de la commémoration controversée. Eh bien, la population guinéenne se sent consternée d'avoir perdu le bâtisseur de la nation. C'est du passé. Comme disait quelqu'un, ton dos c'est le passé, ton devant c'est l'avenir. Là où je me trouve en ce moment-ci, c'est le présent. Et qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Et qu'il a Africa. C'est un autre quotidien. Égypte, le maréchal Al-Sisi démissionne en vue de la présidentielle et qu'il Africa dit d'ailleurs que c'est un appel du peuple que l'homme fort ne saurait ignorer. C'est donc officiel. Monsieur Al-Fattah Al-Sisi est désormais candidat à la présidentielle égyptienne. En tout cas, on le voyait venir. C'était déjà un jeu politique qu'on a décrit sur ce plateau. On disait très bien que c'était des calculs. Il fallait laisser le peuple parler, voir ce que le peuple pensait avant de revenir sur ses ambitions personnelles. Alors cet homme a nourri les ambitions d'être président de la République depuis fort longtemps. N'oubliez pas que c'est Mohamed Morsi qui nomme ce monsieur un an après qu'il ne prenne le pouvoir, c'est-à-dire après 2012, lorsqu'il a pris son pouvoir en 2012, c'est lui qui nomme monsieur le maréchal aujourd'hui Al-Sisi, Al-Fattah Al-Sisi, le fameux maréchal, comme étant le ministre de la Défense. Et malheureusement, c'est lui qui devient encore son boulot. C'est lui qui revient encore enlever Morsi au pouvoir pour faire de lui ce que tout le monde tient aujourd'hui aux yeux du monde. Rappelez-vous également que c'est ce Morsi, ce ministre de la Défense, pendant que le gouvernement était pratiquement démissionnaire, lui, il a été reconduit dans ses fonctions. Lui, il n'a pas démissionné. Il est resté dans ses fonctions du ministre de la Défense, vice-premier ministre de la République égyptienne. En réalité, lorsque vous voyez ce genre d'hommes, c'est des gens qui nourrissent des ambitions personnelles. Peut-être lorsqu'il va arriver à la tête du pouvoir, il comprendra très bien ce que c'est que le pouvoir. Et là, il aura sur son dos le peuple égyptien. Il a déjà commencé à goûter au pouvoir depuis quelques mois. Aujourd'hui, c'est officiel. Abdel Fattah Al-Sisi, le militaire architecte de l'éviction de l'islamiste Mohamed Morsi, a annoncé hier, mercredi, qu'il se présenterait à la présidentielle prévue au printemps. Une déclaration attendue depuis des semaines en Égypte. Ça, il faut le dire, où il bénéficie d'une popularité de la part des militaires. Alors, on va quand même
même rappeler qu'il a quand même pour rival le candidat de la gauche nassarienne, Amdine Sabahi, qui était déjà arrivé 3e à la dernière élection présidentielle. Donc ça ne sera pas aussi une élection de tout cœur. Vraiment, comme vous le dites, nous étions là avec Ekil Africa. Nous passons du côté du Niger avec Niamey, Niger, États-Unis, une coopération militaire soutenue. Nous apprenait à Niamey ce jeudi. Le journal nous faisait savoir que cette coopération dure depuis 1962. Cette coopération permet au Niger de recevoir de l'équipement militaire des Américains pour la sécurisation de son territoire. Alors, dans un accord du 14 juin 1962, les États-Unis et le Niger tombaient d'accord sur un point, c'est-à-dire les États-Unis devraient ravitailler le Niger en matière d'équipement militaire pour lui permettre de sécuriser son pays et de défendre son intégrité. Alors, son intégrité territoriale, ce qui a déjà été fait. Un second accord est arrivé, je crois, le 9 juin 1982. Cet accord donc stipulait que les militaires du Niger devaient donc maintenant recevoir des cours. Ça veut dire que les Américains devraient former les militaires du Niger à une éventuelle bataille. Vous voyez, les Américains sont habitués à la guerre. C'est d'ailleurs des gens qui aiment beaucoup la guerre, surtout le régime républicain, qu'on ne va pas dédouaner sur ce plateau parce qu'aimant trop la guerre, ils ont l'intention également de reprendre cet esprit de guerre. Et le Niger, qui semble être aujourd'hui comme le dernier pousset des pays africains, c'est un pays extrêmement pauvre qui a aussi besoin de sécuriser ses frontières et de former son armée, a trouvé donc un allié privilégiés tels que les États-Unis d'Amérique qui aiment également ce genre de choses. Alors le Niger va donc bénéficier maintenant d'une autre formation supplémentaire de ses officiers supérieurs. C'est là, c'est ce que Niamey pense lorsqu'il nous parle d'une coopération militaire qui est en plan. En tout cas, une coopération militaire qui dure depuis 1962 entre les États-Unis et surtout le Niger. Parce qu'on parle des États-Unis, John Kerry sera en Algérie et surtout au Maroc. Le secrétaire d'État américain John Kerry effectuera, selon les informations que nous avons reçues sur ce plateau, la semaine prochaine sa première visite en Algérie et au Maroc après le report d'une mission dans ces deux pays. C'était en fin 2012 puisqu'on est avec les États-Unis et que John Kerry est à la une du quotidien algérien El Watan. Algérie, États-Unis, John Kerry est annoncé en Algérie. El Watan dit de ce fait que le secrétaire d'État américain arrive le 2 avril prochain pour une visite de 48 heures sur invitation du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. El Watan, qui signifie la nation, précisait dans ses colonnes que c'est un test pour les États-Unis qui se disent défenseurs de la démocratie. Alors ça ne surprend personne. La situation en Algérie est telle que les Algériens ont besoin d'un secours pour que le pays ne tombe pas dans ce qu'on appelle l'anarchie. Le quatrième mandat, visiblement perturbateur de M. Bouteflika, semble mettre le pays dans une situation inconfortable. On parlait même d'une vie morose qui est revenue en Algérie. Alors, John Kerry vient-il jouer au sapeur-pompier? Vient-il demander à M. Bouteflika de retirer sa candidature? Vient-il lui donner l'appui des Américains? Vient-il demander à l'opposition de se taire et que seule la démocratie joue son jeu? Autant de questions pendant 48 heures. Le secrétaire d'État américain va devoir s'expliquer devant les Algériens et donner l'objectif de sa visite. Est-ce que les Algériens doivent aller à une élection telle que controversée aujourd'hui? Est-ce que M. Bouteflika doit gagner un quatrième mandat? Autant de questions. Et John Kerry seul a la réponse à ces questions. En tout cas, John Kerry sera du côté de l'Algérie le 2 avril prochain, où il était attendu depuis fin décembre 2013. Il fera également un tour du côté du Maroc pour rencontrer son homologue chérifien, le roi Mohamed VI. L'information était contenue dans les colonnes du quotidien algérien El Watan. Journal de Bangui parlait de RCA Cameroun, 5 sociétés en flagrant délit d'exploitation clandestine de l'or. Journal de Bangui relevait que celle-ci ne figure pas dans la liste des sociétés autorisées à l'exploitation. Alors, c'est une descente des autorités camerounaises qui a permis à déceler ce trafic de l'or dans son côté est du pays. Je vous rappelle que c'est à Bétaé-Ouya. Pour ceux qui connaissent l'est du Cameroun, Bétaé-Ouya, c'est un village, enfin, je voudrais dire un arrondissement très proche des frontières avec la République centrafricaine. Ce n'est pas loin de Kenzo, ce n'est non plus loin je voudrais dire Garoua-Boulaye, c'est pratiquement aux alentours. Bétaé-Ouya, il se pourrait donc qu'il y a un important minier d'or là-bas que certaines sociétés s'attellent à exploiter de façon illégale. Alors, la descente des autorités camerounaises là-bas a permis donc de déceler quelques-unes et qui ont été sommées de revenir sur les normes, c'est-à-dire aller chercher
une autorisation conforme, autorisation d'exploitation. Voilà, se conformer à la réglementation de ce pays qu'on appelle le Cameroun. Mais on pense que la situation qui prévaut en ce moment en République centrafricaine et qui a pratiquement entraîné dans son chaos les frontières avec le Cameroun est à l'origine de cette insécurité qui se retrouve dans ces régions, d'où malheureusement ce trafic illégal. Et je vous rappelle que le Cameroun produit quand même 100 tonnes d'or par an et 50% de ces tonnes vont dans des circuits illégaux, malheureusement. Comme vous le dites, journal de Bangui, RCA, Cameroun, 5 sociétés en flagrant délit d'exploitation clandestine de l'or. Journal de Bangui relevait dans ses colonnes ce jeudi que celle-ci ne figure pas dans la liste des sociétés autorisées à l'exploitation. Puisqu'on parle de la RCA, la force africaine en Centrafrique, la MISCA a ouvertement déclaré la guerre mercredi aux miliciens anti-Balaka après la nouvelle flambée de violence qui a fait près de 20 morts ces derniers jours du côté de Bangui. Tout à fait. Le général Mokoko a précisé clairement que la MISCA est devenue les ennemis des forces de la... les anti-Baraka sont devenus les ennemis des forces de la MISCA. Donc, ces forces vont livrer une bataille ardue contre ces anti-Balaka qui visiblement ne veulent pas la paix. En tout cas, vous le savez déjà, la MISCA a essuyé des tirs revenant bien sûr de cette formation militaire de... Je ne sais pas comment on va appeler ça, du quartier qu'on appelle anti-Balaka, qui aujourd'hui se comportent aujourd'hui comme des délinquants, des véritables fainéants, des délinquants, des bandits des grands chemins. Malheureusement, c'est ce qu'on constate et ça fait mal. Justement, ça fait très mal. On nous dit tout simplement que la force africaine de Centrafrique, la MISCA, a donc pris la résolution et déclaré ouvertement devant Dieu et devant les hommes que depuis mercredi, en tout cas depuis hier, aux miliciens, que dès aujourd'hui, donc, les anti-Balaka sont leurs ennemis privilégiés et ils vont devoir faire le maximum de fois possible de les écarter du côté d'Abidjan, du côté de Bangui et surtout dans toutes les grandes villes de la Centrafrique. Absolument. Raoul Pépin Bena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci. On se retrouve demain, pratiquement à la même heure. Pratiquement la même heure. Comme le disait Shakespeare, que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne réussiras jamais à échapper à la calomnie. Madame, monsieur, au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.